Imaginez. Vous habitez au Danemark, dans la région du Jutland, juste à côté de la tourbière de Nebelgard. Votre métier ? Exploiter la tourbe, très recherchée pour la mise en culture ou pour servir de combustible. Nous sommes le 26 avril 1952, et pour vous, c'est une journée de travail comme les autres. Vous êtes en train de creuser votre fosse de tourbage quand soudain, à une profondeur d'1 mètre, ce qui semble être une racine interrompt votre progression. Pas le choix, il faut l'arracher, alors de toutes vos forces, vous tirez dessus. Sauf que c'est une toute autre découverte qui vous attend. Cette histoire macabre, c'est celle d'un certain Sorensen, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne passe pas inaperçue. Plusieurs habitants du cru identifient le corps comme celui de Christian le Rouge, un alcoolique porté disparu depuis presque 70 ans. Un professeur, toutefois, n'est pas de cet avis. Cet homme, c'est Peter Wilhelm Glob, et pour lui, la dépouille est beaucoup plus ancienne. Il s'agirait même d'une nouvelle pièce d'un vaste casse-tête archéologique, les hommes des tourbières. La première découverte de ce type remonte en 1791 aux Pays-Bas. Enfin ça c'est la version Wikipédia, en vrai on a déjà une découverte en 1650. Passons. Depuis le XVIIe siècle, c'est plus d'1 millier de ces momies qui ont été mises au jour en Europe du Nord, dans les tourbières d'Irlande, du Royaume-Uni, de Danemark, de Hollande ou encore d'Allemagne. L'acide tannique de la tourbe a conservé leur peau, leur visage. Ce sont des hommes, des femmes, des adultes, des enfants. Alors, qui sont-ils ? Quand ont-ils vécu ? Comment sont-ils morts ? Et surtout, existe-t-il un lien entre eux ? Revenons à notre homme de Graubal, ainsi que l'a nommé le professeur Glob. Il est parfait pour commencer nos recherches puisqu'il s'agit de l'individu le mieux étudié à ce jour. C'était un homme d'environ 1m75, et chose assez intéressante, on l'a retrouvé totalement nu. On sait aussi qu'il avait à peu près 35 ans au moment de sa mort. Une mort d'ailleurs assez étrange. L'homme de Graubal n'est pas mort naturellement. On l'a d'abord frappé au mollet, probablement pour le mettre à genoux. Puis on l'a égorgé d'une oreille à l'autre, si profondément que les vertèbres ont été touchées. Ah oui, j'avais oublié de vous prévenir, ce documentaire risque d'être un peu gore. Voilà, l'homme de Graubal a donc été tué par ses contemporains. Et forcément ça soulève tout un tas de questions. Pourquoi une mise à mort si violente ? Pourquoi dans une tourbière ? Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que c'est un cas isolé ? Pour éclaircir tout ça, je vous propose un petit voyage en Europe du Nord, à la recherche d'autres hommes et femmes des tourbières. Commençons notre tour d'horizon par l'Irlande. Est-ce que je viendrais pas de casser mon effet dramatique ? En juin 2003, lors du creusement d'une canalisation, est découvert l'homme de Croghan. Ou plutôt ce qu'il en reste. Il s'agit encore d'un homme, assez jeune puisqu'il est mort autour de 20 ans. On sait, grâce à la mesure de son bras, qu'il mesurait autour d'1m98, une taille remarquable pour l'époque. Mais quelle époque d'ailleurs ? Un peu de patience, on va y venir. Comme son homologue de Graubal, l'individu a été retrouvé nu, à l'exception d'une lanière de cuir tressée autour de sa main gauche. Les analyses scientifiques ont révélé les causes de sa mort. Un coup de poignard au niveau de la poitrine, mais pas seulement. L'homme a également été décapité, puis littéralement coupé en deux horizontalement. Une autre blessure au niveau du bras pourrait témoigner d'une tentative de défense contre ses éventuels agresseurs. Encore une fois, c'est une exécution d'une rare violence. Continuons notre petit voyage bucolique, et pas du tout glauque, du côté du Danemark. Nous sommes en 1950 quand est découvert l'homme de Tolund. Âgé de 30 à 40 ans, il porte encore autour du cou la corde qui a servi à le pendre. Il ne porte aucun vêtement, excepté un chapeau et une ceinture. Avant de le déposer dans la tourbe, on a pris soin de lui fermer les paupières, pour donner à son visage un air paisible. Ok, je crois qu'on a compris. On a des morts violentes qui multiplient les blessures, mais aussi quelques détails étranges et récurrents comme le fait que les individus soient nus. Alors quoi ? Des assassinats ? Des meurtres ? À première vue, il paraît difficile de trancher. Trancher. T'as compris le... Non mais c'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Je disais... difficile d'expliquer ces mises à mort. Alors trêve de suspense et allons chercher un peu d'aide du côté des datations. Pendant longtemps, la datation des hommes des tourbières a posé de gros problèmes. Et oui, une fois dans la tourbe, les corps se momifient naturellement. L'absence d'oxygène et les composés antimicrobiens des sphènes, c'est-à-dire des mousses qui composent la tourbe, empêchent la putréfaction. Peau, chair, cheveux
et même contenus de l'estomac sont préservés. En revanche, à l'intérieur du corps, les os sont souvent dissous par l'acidité de la tourbe. Toujours est-il qu'au premier coup d'œil, il est impossible de distinguer une dépouille fraîche de quelques jours d'une momie vieille de plusieurs milliers d'années. Heureusement, la médecine a fait de gros progrès au cours du XXe siècle et on peut désormais contourner le problème grâce au Saint Graal, le carbone 14. Mais avant de voir les résultats pour notre momie, penchons-nous sur un autre cas intéressant, l'homme de Clonycavan retrouvé en 2003 en Irlande. Il a subi pas moins de 3 coups de hache en pierre portés au crâne, puis un coup de poignard à la poitrine avant d'être éventré. Cet homme se distingue par 2 détails intéressants. D'une part, sa petite taille, 1,57 m, ce qui était petit même pour l'époque. D'autre part, sa coiffure pour le moins inattendue. C'est tout simplement le plus ancien exemple de crête iroquoise connu à ce jour. Le carbone 14 a donné une fourchette de datation comprise entre 392 et 201 avant Jésus-Christ. L'homme de Clonycavan a donc vécu et péri en pleine âge du fer. À cette époque, les Celtes occupaient une bonne partie de l'Europe occidentale, dont l'Irlande où a été découvert notre malheureux sujet. Et pour nos 3 premiers exemples, des Celtes eux aussi ? Eh bien, la réponse est plus complexe. Après plusieurs tâtonnements liés au développement du carbone 14, l'homme de Graubal est finalement daté entre 375 et 255 avant Jésus-Christ. L'homme de Krogan, notre géant de presque 2 mètres, a quant à lui vécu vers 375 ou 362 avant notre ère. L'homme de Tollund, enfin, serait mort entre 375 et 210 avant Jésus-Christ. Alors oui, les dates concordent, il s'agit bien de l'âge du fer. Mais est-ce qu'on peut pour autant affirmer qu'il s'agit de Celtes ? L'homme de Graubal et l'homme de Tollund ont tous les deux été trouvés au Danemark. Or, cette région n'appartient pas à la zone d'extension du peuple celte. Les gens qui vivaient là étaient des Germains. Malgré tout, on sait que les populations germaniques à l'âge du fer ont été très influencées par les Celtes. On peut donc officiellement affirmer qu'il y a un lien entre nos hommes des tourbières et le peuple celte. Et cette nouvelle information nous apporte bien plus de questions que de réponses. Pourquoi ces individus ont-ils été mis à mort ? Et puis, surtout, qui étaient-ils ? Quelle était leur place dans la société ? Des esclaves ? Des prisonniers ? Des paysans ? Des prêtres ? Pour le savoir, il va falloir examiner leurs dépouilles à la recherche de nouveaux indices. Alors prenez votre plus belle paire de gants chirurgicaux et allons voir ça de plus près. Commençons par l'homme de Clonycavan. Souvenez-vous, l'homme à la crête iroquoise. Eh bien, justement, c'est sa coupe de cheveux qui nous intéresse ici. Car les scientifiques y ont découvert l'emploi d'un gel. Eh ouais mon gars, un gel de l'âge du fer. Ce gel capillaire était composé d'un mélange d'huile végétale et de résine de pin. Sauf que cette résine était introuvable en Irlande à l'âge du fer. Elle a donc été importée, soit depuis le sud de l'Espagne, soit depuis le sud-ouest de la France. Un voyage maritime particulièrement coûteux. Et si l'homme de Clonycavan était capable de dépenser une fortune pour un gel capillaire, c'est qu'il appartenait à une classe plutôt élevée de la société. Ce personnage n'est pas le seul à avoir utilisé du gel. L'homme de Krogan aussi. Et justement, parlons-en. L'examen scientifique des ongles de l'homme de Krogan a révélé une sorte de manucure. Ça prouve d'une part qu'il prenait soin de son apparence, mais surtout qu'il n'était pas habitué à effectuer des travaux manuels. La même conclusion a été faite pour un autre homme des tourbières que je n'ai pas encore présenté, l'homme de Lindow. L'homme de Lindow, il a été découvert au Royaume-Uni en 1994 et il a été daté par carbone 14 de l'an -2 à 119. On sait avec certitude, grâce à ses mains, qu'il n'exécutait pas de tâches manuelles. Alors qui étaient ces hommes ? Eh bien, vous l'aurez compris, ça n'était sûrement pas des paysans ou des artisans dont les mains auraient été abîmées, et sûrement pas manucurées non plus. Au contraire, c'était sûrement des hommes très haut placés dans la société et qui n'avaient pas à vivre du travail de leurs bras. Pour certains archéologues, il s'agit d'ailleurs de rois. Tout ça, c'est bien beau, mais pourquoi un peuple irait-il tuer son roi ? L'homme de Lindow, dont nous venons de parler, a comme les autres subi une mort brutale. 3 coups à la tête, une incision à la gorge, ainsi qu'un étranglement à l'aide d'une cordelette. Et là, c'est le moment d'attaquer le cœur même de notre sujet. Pourquoi une telle violence ? En fait, il existe 2 hypothèses principales pour expliquer ces mises à mort, même si on ne peut pas vraiment choisir entre l'une ou l'autre, d'autant qu'elles ont pu être valables toutes les 2 en même temps. Je sais, ça a l'air bizarre, mais vous allez comprendre. Première possibilité, nous sommes face à des exécutions judiciaires.
ces individus auraient commis un crime et auraient été punis en conséquence. Un texte de l'historien romain Tacite, écrit à la fin du 1er siècle de notre ère, semble le confirmer. Il nous explique ceci à propos des Germains. Quant aux lâches, aux couards et à ceux qui font usage de leur corps de manière déshonorante, on les plonge dans la boue d'une tourbière en prenant soin de jeter sur eux une grille en osier. L'adultère, le meurtre ou encore l'homosexualité passive auraient pu être punis de cette façon. Sauf que l'hypothèse de l'exécution judiciaire, elle n'explique pas tout. Plusieurs coïncidences assez troublantes suggèrent une autre piste. D'abord, il y a ces restes de repas retrouvés dans les estomacs des momies. Pour l'homme de Tolund, un porridge de céréales avec une trentaine d'herbes non comestibles. Pour l'homme de Lindau, des céréales cuites ainsi que du pollen de gui, plante vénéneuse provoquant des convulsions. L'homme de Grobal, quant à lui, a été intoxiqué à l'ergot, un champignon présent sur le seigle et provoquant des crampes et des hallucinations. Ce type de repas ne semble pas correspondre à l'alimentation normale de l'époque, si bien que pour certains chercheurs, il s'agirait de repas rituels. De même, l'ingestion des poisons comme le gui n'est sûrement pas un accident. Tous ces indices suggèrent que nous sommes face à des mises à mort ritualisées. Autrement dit, des sacrifices humains. L'idée paraît folle, et pourtant elle est appuyée par beaucoup d'éléments. À commencer par le processus de mise à mort particulièrement violent. L'homme de Krogan a par exemple subi 3 mises à mort successives, poignardé au cœur, décapité et coupé de long en large. La plupart de ces blessures ont été réalisées post-mortem. Elles n'ont donc pas vraiment de sens ou d'utilité, sauf si l'on considère qu'il s'agit d'un rite précis. Autre indice révélateur, le lieu de dépôt de ces fameux sacrifiés, à savoir les tourbières. Déjà à l'époque celtique, elles étaient exploitées pour leurs tourbes, mais surtout elles constituaient un lieu à forte valeur religieuse. Entre terre et eau, elles symbolisaient l'entre-deux-mondes, une sorte de frontière entre la terre des morts et des vivants, un no man's land entre le royaume des hommes et celui des dieux. À l'âge du fer, c'était justement parmi ces lieux qu'on déposait les offrandes destinées aux divinités. Par exemple, des mèches de cheveux pour les femmes qui souhaitaient être fertiles, mais aussi des armes, des bijoux, et même des animaux, comme des chiens. Suivant cette logique, on peut considérer que l'offrande d'une vie humaine est le plus haut niveau de cadeau qu'on puisse faire aux dieux. Après avoir été tués selon un rituel précis, les sacrifiés sont déposés dans cet entre-deux-mondes, livrés aux divinités. Comme on l'a vu un peu plus tôt, certains chercheurs ont proposé de voir en ces sacrifiés de véritables rois. C'est notamment valable pour l'homme de Krogan, en Irlande. On explique sa mort par le déclin de son royaume. N'ayant pas su protéger son peuple, il n'a pas respecté son devoir sacré de roi. Pour ramener la prospérité, il aurait donc été sacrifié à une déesse de la fertilité. Et effectivement, cette hypothèse est tentante. L'homme de Krogan portait notamment un bracelet et un collier qui sont liés au culte solaire et qui sont des attributs typiquement royaux. De plus, la tourbière dans laquelle on l'a déposé constituait un point de frontière de son royaume. Le choix du lieu n'est donc pas un hasard. Pour résumer, les hommes des tourbières seraient donc des rois sacrifiés lors de périodes de crise. Peut-être même d'ailleurs de leur plein gré. Seulement, est-on sûr de pouvoir étendre cette interprétation à tous les hommes des tourbières connus? Trêve de sexisme et laissez-moi vous présenter la première fille des tourbières de ce mini-documentaire. Parlons un peu de la fille d'Id. Sa dépouille a été retrouvée en 1897 aux Pays-Bas. La datation en carbone 14 la situe entre 54 avant Jésus-Christ et 128 de notre ère. D'après l'étude du corps, la fille d'Id se serait éteinte à l'âge de 16 ans. Sa mort a été ritualisée comme pour les autres, un nœud coulant pour l'étrangler et un coup de poignard à la clavicule. Fait assez intéressant, les travaux du professeur Richard Neve ont permis de faire une modélisation 3D de son visage. Aussitôt, on remarque qu'il y a des difformités assez frappantes, comme un front très haut et large, ainsi que des yeux écartés. Aussi, il faut savoir que sa colonne vertébrale a révélé une courbure inhabituelle. Tous ces faits ont poussé les scientifiques à formuler une nouvelle hypothèse. Et si la fille d'Id avait été sacrifiée justement parce qu'elle était infirme? L'idée a du sens, puisque ça n'est pas le seul exemple connu. Le garçon de Kyhausen, trouvé en Allemagne en 1922, présente aussi un handicap important. Il a été mis à mort au IVe siècle avant notre ère, à l'âge de 7 ou 8 ans. Tandis que ses bras et ses chevilles étaient solidement liés par des cordes, on lui apportait de nombreux coups de poignard dans le cou.
Son dernier repas, bien étudié, était constitué d'une bouillie de céréales assez similaire à celle qu'on a déjà vue dans cette vidéo. Mais, plus important encore, les recherches ont révélé que cet enfant était malade. Sa croissance avait été interrompue avant sa mort, soit à cause d'une maladie, soit à cause de malnutrition. De plus, la tête de son fémur était totalement nécrosée. Un handicap qui devait lui causer d'affreuses douleurs et de grandes difficultés à marcher. Les scientifiques ont donc avancé l'hypothèse que cette fille et ce garçon ont pu être considérés à l'âge du fer comme défavorisés des dieux, et donc sacrifiés pour cette raison. En bref, vous l'aurez compris, le sujet est bien plus vaste et épineux qu'il n'y paraît. Exécution ou sacrifice, roi ou criminel, infirme. Les hypothèses s'entremêlent, sans vraiment s'invalider les unes les autres. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? En un mot, ne mettons pas tous les hommes des tourbières dans le même panier. En Irlande, l'homme de Crogan et l'homme de Clonycavan semblent bien avoir été des rois sacrifiés. On leur a d'ailleurs coupé les mamelons en deux au cours du rituel. Or, dans la culture celtique, les tétons étaient liés au pouvoir. Je sais, c'est un peu bizarre. Par exemple, les vassaux léchaient les tétons de leur roi lors de cérémonies officielles. C'était pour eux un gage de soumission. Couper les mamelons, c'est donc rendre le roi incapable de régner, dans ce monde ou un autre. Cela dit, on ne peut pas prétendre que tous les hommes des tourbières étaient des rois. On peut citer comme contre-exemple la fille d'Id, le petit garçon de Kayahausen, et bien d'autres encore que je n'ai pas eu le temps de présenter dans cette vidéo. Je rappelle qu'au total, il existe plus d'1 millier de découvertes de momies à ce jour. Pour vous donner mon propre avis, eh bien je suis partisan de la thèse des sacrifices humains, même si je pense qu'ils sont à relativiser et que leur place dans la religion celte n'est pas si importante que ça. D'ailleurs, il y aura un épisode sur la religion celte. Mais on en reparlera. En résumé, c'est un sujet qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Comme d'habitude, je vous invite à aller vous-même consulter les ouvrages historiques pour vous forger votre propre avis. C'était Thomas pour ce 3e mini-documentaire, merci pour votre soutien, ciao.